Bonjour à tous. Avez-vous la piqûre pour les vaccins? Aujourd'hui, on se penche sur les raisons pourquoi le pharmacien communautaire devrait se soucier de l'influenza et du pneumocoque. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'influenza? Eh bien, c'est un virus, un myxovirus, comme vous le savez. Il existe plusieurs sous-types de classification. Et c'est un virus qui cause une infection commune, qui se transmet très facilement, qui touche une grande majorité de la population canadienne. D'ailleurs, l'impact est majeur. On parle de 12 000 hospitalisations qui ont lieu annuellement et de ces complications peuvent en résulter près de 3 500 décès. Heureusement, on reconnaît une mesure efficace pour se protéger de l'influenza, c'est la vaccination. C'est pourquoi le protocole d'immunisation du Québec cible en particulier quelques populations dites à risque pour leur offrir une couverture vaccinale et éviter ces complications. Malheureusement, au Québec, le taux de couverture est insuffisant. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, avait fixé une cible aux environs de 80%. Cependant, selon une enquête nationale, on retrouve plutôt 28% de taux de couverture chez les Québécois, chez les adultes atteints de maladies chroniques. C'est un constat inquiétant, considérant que la vaccination universelle, c'est une mesure gratuite, souvent offerte justement dans des programmes sociaux. C'est une mesure qui est sécuritaire et qui permet de diminuer le taux d'absentéisme et le fardeau lié à la perte de productivité de la maladie. Il y a aussi des économies en soins de santé importantes qui peuvent être allées chercher, comme l'étude ontarienne en 2015 nous avait prouvé. Du côté du pneumocoque, c'est une bactérie encapsulée qui cause des infections invasives. L'impact est beaucoup plus important dans les pays sous-développés. On parle de jusqu'à 1,1 million de décès. Au Canada, c'est beaucoup plus contrôlé, environ 5 000 hospitalisations. Heureusement, il existe aussi un vaccin contre le pneumocoque, donné en une seule dose, qui permet la protection des populations en risque que vous voyez juste ici. Donc, le protocole d'immunisation du Québec cible en particulier ces populations. On remarque que le taux de couverture est aussi insuffisant. Un Canadien sur 4 n'est pas protégé. Heureusement, un peu plus du double pour les personnes âgées. Cependant, la couverture vaccinale reste insuffisante. Les Québécois sont moins bien vaccinés. Les Québécois sont moins bien protégés. Qu'est-ce qui explique justement cette couverture insuffisante? Mais premièrement, il semble avoir une méconnaissance du risque de la non-vaccination. Justement, il y avait une étude qui avait prouvé que c'était la raison principale de ne pas se faire vacciner, le fait de se sentir justement à l'abri du danger. La deuxième raison, ce serait le doute sur l'efficacité des vaccins. Le doute qui est relégué maintes fois par les médias. Ici, on voit justement un vaccin qui fait les manchettes. Le vaccin contre la grippe, efficace 2 fois sur 5. Un article qui pourrait inquiéter les Québécois. Cependant, on sait comme professionnel de la santé que c'est une performance tout à fait normale du vaccin de l'influenza, considérant qu'il est difficile de prévoir quelles souches seront en circulation et quelles souches seront saisonnières. Ça reste que les Québécois ont un doute de l'efficacité des vaccins. Et troisièmement, ils ont une peur des vaccins. Vous connaissez tout le faux lien qui reliait la vaccination à l'autisme qui date de l'article de Wakefield en 1998 qui avait été publié dans le Lancet. Mais encore aujourd'hui, relançant le débat, l'article de Chris Shaw en 2017 qui allègue un lien entre l'aluminium adjuvant des vaccins et le risque d'autisme. Lui aussi retire son article quelques semaines après sa publication pour cause de données frauduleuses et délibérément manipulées. Autre risque inquiétant, il semble le risque de Guillain-Barré. Cependant, l'OINSPQ, lors de la vaccination de masse en 2009, calcule le risque très faible. Mais les Québécois restent inquiets. Jusqu'à 35% des parents de jeunes enfants ont hésité à le faire vacciner. D'ailleurs, il semble avoir un accès difficile. Il y avait une étude qui avait prouvé au Royaume-Uni que les patients étaient prêts à payer le vaccin pour le recevoir en pharmacie, au lieu justement de le recevoir gratuitement dans le régime public. Il y avait près de 5000 patients qui avaient payé justement ce vaccin. Donc, la vaccination en pharmacie, semble être une priorité pour le public. Les voisins américains avaient aussi calculé que près de 30% des doses qui avaient été données sur un programme d'immunisation avaient été données à des heures hors de la clinique. Donc, c'est la preuve que les services de vaccination en pharmacie peut définitivement améliorer l'accès au vaccin. Donc, cette couverture insuffisante, on peut aussi la lier au fait que les pharmaciens ne donnent pas l'exemple. 1 sur 2 ne se vaccinent pas, ou les professionnels de la santé, et mettent à risque leurs patients. D'ailleurs, les pharmaciens ne sont pas formés pour vacciner, et surtout, on ne connaît pas l'impact de nos interventions sur le taux vaccinal ou sur l'acceptation des vaccins chez les patients.
En plus, le cadre législatif québécois est rigide. Les pharmaciens ne peuvent pas vacciner. Pourtant, 88% de la population est derrière nous et croit à la compétence dans le domaine et nous encourage à vacciner. Ici, on voit un portrait des interventions pharmaceutiques qui sont réalisées à travers du Canada. Et on remarque, tristement, malheureusement, le Québec est la seule province canadienne où les pharmaciens ne peuvent pas vacciner. Et je vous rappelle, le Québec est aussi la province où le taux vaccinal est le pire. Alors, c'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que le pharmacien a réellement un impact sur le taux de couverture ou un impact sur l'immunisation des patients? Bien, pour y répondre, je vous propose cette revue systématique, méta-analyse, par Isenor et collaborateurs, qui a été publiée en 2015. Elle regroupe une trentaine d'articles et elle visait à évaluer l'impact du pharmacien sur la couverture vaccinale. Les interventions sont multiples. Les pharmaciens ont identifié des patients, ont ciblé des patients, ont référé des patients, fourni la documentation. Il y avait des entrevues pour diminuer le risque et comprendre l'innocuité des vaccins. Donc, multiples interventions et le constat, les bénéfices sont clairs. 100% des études démontrent un lien positif avec l'implication du pharmacien. Les gains étaient très variables. La grippe aux alentours d'une vingtaine de pourcents et pour le pneumocoque allant chercher jusqu'à 42%. Donc, sur ces trentaines d'articles-là qui sont évalués par Isenor et collaborateurs, il y en a 6 qui sont des études randomisées contrôlées de qualité, qui leur permettent de faire un graphique, ici un graphique en forêt, pour calculer l'impact et calculer s'il est statistiquement significatif. Ici, on voit le losange, qui représente la totalité des interventions, et on remarque qu'il ne croise pas la valeur nulle, donc il est statistiquement significatif. Le risque relatif de 2,8. Ce que ça signifie, c'est qu'avec l'implication du pharmacien, un patient est 2,8 fois plus 2,8 fois plus de chances d'aller se faire vacciner. Donc, le service de vaccination en pharmacie est efficace. Il est aussi demandé par le public. C'est ce qu'avait prouvé une enquête, alors que la plupart des services de vaccination offerts en pharmacie présentement, en collaboration avec des infirmières, ont été motivés par cette clientèle-là. Et aussi, il semble que c'est un service qui est apprécié. Ici, encore, en se tournant vers les Royaumes-Unis, 98% des gens qui avaient participé à ce programme de vaccination en pharmacie le réutiliseraient et la plupart se disant très satisfaits du service. Une autre chose qu'on peut faire pour se poser la question sur l'impact du pharmacien, c'est consulter la plateforme Impact Pharmacie. On remarque que sur la trentaine d'articles qui sont publiés sur le sujet, la grande majorité sont du même avis, que l'impact du pharmacien est statistiquement significatif et positif. On remarque que les interventions sont multiples. On peut aller vous renseigner pour voir un peu qu'est-ce que les pharmaciens ont fait pour améliorer la couverture vaccinale de vos patients. Et on remarque aussi que ça date pas d'hier, l'implication du pharmacien dans la vaccination. Le premier article date de 1982. Alors, on peut se poser la question, le cadre québécois, pourquoi traîne-t-il autant de la patte? Bien, en attendant, pharmaciens québécois, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour améliorer la santé de nos patients, pour mieux protéger nos patients? Je vous propose quelques actions bien simples. Première action, se mettre à jour. On a un devoir comme pharmacien de garder nos connaissances à jour, de garder notre compétence, s'assurer qu'on fournit les meilleures preuves et les meilleurs soins à nos patients. Ça nous permet de bien documenter. On veut documenter autant le statut vaccinal, autant les interventions pharmaceutiques liées à l'observance. Ça va permettre de bien comprendre l'impact du pharmacien sur ces interventions-là. On sait que le module DSQ de vaccination s'en vient, mais pour l'instant, on peut se rabattre vers les logiciels en pharmacie pour faire notre travail. Et c'est sûr aussi, l'acte de vaccination en pharmacie, ça va être nouveau, ça va être quelque chose qui va se rajouter à notre charge de travail. Ça va être important de négocier avec l'AQPP, la rémunération associée, s'assurer que le processus de vaccination en pharmacie fasse partie des soins intégrants pour un pharmacien. Donc, pharmacien, facilitateur dans le monde de la santé, on pourrait aussi dire, on est très utile pour cibler les patients, pour les éduquer et pour les référer. Alors, j'espère vous avoir donné la piqûre pour les vaccins et j'espère que comme pharmacien québécois, on est capable de se convaincre de participer dans l'effort de vaccination comme partout ailleurs au Canada. Merci.